Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des ETF qu'il faut absolument éviter dans certaines stratégies d'investissement. Alors si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Également, allez voir le premier lien en description de cette vidéo. Et là, ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement ma stratégie d'investissement. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser le terme ETF, mais sachez qu'on emploie également le terme tracker. Donc voilà, ETF ou tracker, ce sont deux termes qui signifient la même chose. Alors pour rappel, un ETF, c'est un produit qui est coté en bourse et qui s'achète en quelques clics comme une simple action, et les particuliers peuvent tout à fait acheter des ETF. L'ETF, en fait, il va répliquer le cours d'un sous-jacent, et le sous-jacent peut être un indice action par exemple, ou un indice obligataire, ou un indice matière première, ou autre. Quel est l'intérêt de passer par un ETF? Eh bien, on va prendre un exemple. Imaginons que vous pensiez que les marchés actions aux États-Unis vont prendre de la valeur. Donc vous pensez par exemple que l'indice S&P 500, qui est un indice de référence qui regroupe 500 des plus grosses sociétés des États-Unis, donc va prendre de la valeur dans les prochains mois ou les prochaines années. Eh bien, comment profiter de la hausse de l'indice? Alors, en théorie, on pourrait se dire, je vais acheter les 500 sociétés avec mon compte chez mon courtier en ligne, et je vais acheter les 500 sociétés qui composent cet indice. Donc, en théorie, c'est possible, mais dans la pratique, c'est très compliqué, voire même impossible pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous prendre un certain temps, chaque mois, d'acheter les 500 sociétés, de rééquilibrer quand certaines sociétés sortent de l'indice et d'autres rentrent. Donc déjà, il y a le facteur temps qui est dans la pratique assez contraignant. Mais surtout, il y a un facteur qui est encore plus important que ça, et je vais vous le montrer sur mon écran. Donc là, nous sommes sur le site Sleek Charts, qui met à jour quotidiennement la liste des 500 sociétés du S&P 500. D'ailleurs, on me demande régulièrement quelle source fiable utiliser pour savoir à l'instant T quelles sont les sociétés qui font partie de la composition. C'est une source que je vous recommande, et d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez arriver directement sur la page que vous visionnez en ce moment. Donc, dans la pratique, il y a un peu plus de 500 lignes dans la composition du S&P 500. Pourquoi? Parce que certaines sociétés apparaissent plusieurs fois. On a le cas, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, ici, on a Google. Donc, c'est les lignes 5 et 6. Donc, Google, c'est la société Alphabet. Et en fait, Google a plusieurs classes d'actions pour l'action de la société Google, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une classe qui donne un droit de vote pour chaque action qu'on détient, et une autre classe qui ne donne pas le droit de vote. Alors moi, par exemple, je possède des actions qui m'envoient régulièrement des droits de vote pour voter pour les décisions de l'entreprise, mais pour être franc, je ne vote jamais, je ne les utilise pas. Donc voilà. Mais ça, voilà, c'est simplement pour vous expliquer pourquoi il y a un peu plus de 500 lignes dans la composition du S&P 500. Alors, pour revenir à l'essentiel de l'information que je voulais vous montrer, je voulais vous dire pourquoi, dans la pratique, il est très compliqué pour un particulier de recomposer lui-même le S&P 500. Parce que là, vous voyez là le poids que représente chaque société au sein de l'indice. En théorie, vu qu'il y a 500 sociétés, chacune devrait représenter 0,2% de l'indice. Et dans la pratique, c'est pas du tout le cas. On voit que Microsoft représente 5,7%, Apple 5,42%, Amazon 4,13%. Donc ils sont largement au-dessus des 0,2%. Et donc, on en déduit que, des sociétés qui doivent représenter beaucoup moins. Et si on va tout en bas, et on va voir que c'est vraiment vrai, et on voit que les dernières sociétés, par exemple, la dernière représente 0,005%, l'avant-dernière 0,006%, donc l'arrondi à troisième décimale, etc., etc. Donc on voit que les sociétés ne représentent pas du tout 0,2% qu'il faudrait pour que chacune société ait le même poids dans l'indice. Et donc si vous voulez vraiment avoir un portefeuille que vous faites vous-même et qui réplique la performance de l'indice S&P 500, non seulement vous allez devoir avoir ces 500 sociétés dans votre portefeuille, mais en plus vous allez devoir respecter le poids, les poids que vous voyez là, le poids de chaque action au sein de l'indice. Et donc, pour respecter ces pourcentages-là, il va falloir un capital vraiment énorme, sinon vous ne pourrez pas vous permettre d'avoir une société qui représente 0,005% et une autre qui représente 5%. Ce sera vraiment impossible à moins d'avoir un capital vraiment énorme. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est beaucoup plus simple de passer par un ETF.
puisque là, en un clic, eh bien, vous allez acheter un produit financier qui réplique le cours de l'indice S&P 500. En plus, vous allez avoir des frais très réduits, hein, puisque bien sûr, vous n'allez pas passer les 500 ordres que vous auriez dû passer pour acheter les 500 actions. Là, vous allez passer un seul ordre. Il y a d'ailleurs beaucoup d'ETF qui ont d'ailleurs des frais de courtage gratuits, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de payer des frais pour acheter ou vendre l'ETF. En plus de ça, comparé à d'autres, par exemple les fonds communs de placement qui facturent des frais d'entrée et des frais de sortie, et bien là, il n'y a pas du tout ça. Et les frais de gestion de l'ETF sont assez réduits. Pourquoi? Parce que beaucoup d'ETF se contentent de répliquer un indice, et donc la gestion, finalement, pour l'émetteur de l'ETF est assez simple, hein. Ils n'ont pas besoin de payer des analystes financiers qui font des recherches ou des analyses chaque mois, puisque plus ou moins n'importe qui pourrait aller sur un site qui fournit la composition du S&P 500 et la répliquer. Alors, la contrepartie est assurée par l'émetteur de l'ETF en permanence, hein. C'est-à-dire que quand vous achetez ou revendez un ETF, c'est pas comme une action où la contrepartie est assurée par un autre investisseur comme vous. Là, c'est vraiment la société qui crée l'ETF qui, c'est son obligation légale, qui doit assurer la contrepartie, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quand vous avez acheté un ETF auprès de cette société-là, elle a l'obligation, si vous voulez le revendre, peu importe le moment, de vous le racheter. Donc il n'y a pas de problème de liquidité. Voilà, juste pour info, les leaders mondiaux sont iShares, qui est une filiale de BlackRock, qui est très connue. On a aussi Vanguard, et en leader français, on a Lyxor, c'est une filiale de la Société Générale. Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole. Alors, là, on parle surtout des ETF pour les indices actions, parce que la plupart des gens achètent ces ETF-là. Sachez que les dividendes peuvent être réinvestis ou versés. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous achetez un ETF qui réplique le cours du S&P 500 ou un ETF qui réplique le cours du CAC 40, donc ces ETF vont être composés de sociétés qui versent des dividendes. Donc pas toutes, mais certaines vont verser des dividendes. Et certains ETF vont vous verser à vous les dividendes des sociétés qui composent cet indice, et d'autres ne vont pas vous les verser, mais ils vont les réinvestir directement dans l'ETF au fur et à mesure, et ça fait que l'ETF va prendre de la valeur plus rapidement, si vous voulez, parce que ça va faire effet boule de neige en réinvestissant les bénéfices au fur et à mesure. Donc là, ça dépend de vos préférences. Si vous voulez avoir des rentes à plus court terme, vous allez préférer un ETF sur indice action qui verse les dividendes, qui vous versera les dividendes. Et si vous préférez voir plus loin, si vous n'êtes pas pressé de toucher de l'argent, vous préférez voir à plus long terme, là vous allez préférer un ETF, qui réinvestit les dividendes. Alors comment savoir si l'ETF réinvestit les dividendes ou les verse? Parfois on peut le savoir dans le nom de l'ETF, c'est précisé, et sinon allez sur le site qui émet l'ETF, il y a une description et là ça sera précisé. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel pour savoir ce que sont les ETF, on va rentrer vraiment au cœur du sujet de cette vidéo, qui sont les ETF qu'il faut éviter dans certaines stratégies d'investissement. Puisque donc il y a les ETF classiques qui vont simplement répliquer le cours du sous-jacent, c'est-à-dire que quand, par exemple, le S&P 500 prendra 10% de valeur, un ETF classique va gagner également 10%. Si le S&P 500 perd 10%, l'ETF classique va également perdre 10%. Mais il y a également des ETF qui ont des effets de levier et qui inversent la performance du sous-jacent. C'est-à-dire, par exemple, un ETF S&P 500 x2 va doubler la performance du S&P 500. C'est-à-dire que quand le S&P 500 va gagner 10%, l'ETF va lui gagner 20%. Par contre, ça va également à l'inverse, hein. Ça double également les pertes, bien sûr. Ensuite, on a également des ETF inverses, c'est-à-dire que, on va prendre le CAC 40 pour changer un peu, un ETF inverse, qu'est-ce qu'il va faire? Si le CAC 40 gagne par exemple 5%, l'indice ETF CAC 40 va lui perdre 5%. Donc voilà. Alors, comment savoir quels sont les ETF qui font ça? Souvent, c'est pareil, c'est comme pour les dividendes, parfois c'est explicité dans le nom de l'ETF lui-même. Vous allez par exemple avoir des ETF qui s'appellent ETF CAC 40 x2, donc ça veut dire qu'il double la performance du CAC 40. Vous allez avoir un ETF par exemple qui va s'appeler ETF inverse CAC 40, là, ça veut dire qu'il inverse la performance du CAC 40. Il y a aussi des ETF, par exemple un ETF qui va s'appeler ETF inverse CAC 40 x2. Donc là, il double la performance à l'inverse du CAC 40. C'est-à-dire que si le CAC 40 gagne 10%, l'ETF va lui perdre 20%.
parce qu'il va doubler la performance, mais en l'inversant. Alors, ces ETF, ils peuvent paraître intéressants de prime abord, mais sachez qu'il y a un phénomène mathématique qui s'appelle le bêta-slippage, que je vais vous détailler avec des exemples. Et en fait, ce phénomène fait que, au fil du temps, au fil des jours, eh bien, la performance de l'ETF à effet de levier et ou ETF inverse va carrément se décorréler du sous-jacent qu'il est censé suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le calcul de la performance est remis à zéro quotidiennement. Donc là, ça paraît peut-être abstrait, vous allez voir avec les exemples, vous allez comprendre tout de suite. Et donc, la conséquence de ça fait que ces ETF-là sont pas adaptés aux stratégies long terme. Pourquoi? Parce que plus vous allez posséder l'ETF longtemps, et plus le risque est grand pour que la performance de cet ETF à effet de levier et ou inverse soit complètement décorrélée de la performance du sous-jacent qu'il est censé suivre à cause du phénomène de rendement composé. Mais on va passer à des exemples, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Alors on va commencer par cet exemple. Imaginons que l'indice S&P 500 vaut 3000 points à l'instant T. Donc le premier jour, il gagne 5%, donc à la fin du jour 1, il vaut 3150 points. Le deuxième jour, il gagne 8%, donc à la fin du jour 2, il vaut 3402 points. Donc sur 2 jours, il a gagné donc 402 points, donc 3402 moins 3000, ce qui fait une performance de 13,4%. Alors, c'est un peu plus que 5 plus 8, hein, parce que là, les 8% sont calculés sur 3150. Donc voilà, sur 2 jours, l'indice S&P 500 a gagné, 13,4%. Donc on va voir ce qu'auraient fait des ETF qui suivraient cet indice pendant ces 2 jours. Eh bien, là on va prendre d'abord un ETF classique, donc il se contente de répliquer la performance du S&P 500. Donc on va dire que avant de commencer à investir, l'ETF vaut 100 $. À la fin du jour 1, donc l'ETF a gagné 5%, comme l'indice qu'il est censé suivre. Celui-là, c'est un ETF classique sans effet de levier. À la fin du deuxième jour, l'ETF vaut 113,4 $, puisqu'il a gagné 8%, comme l'indice qu'il est censé suivre. Donc à la fin du jour 2, eh bien, l'ETF a gagné 13,4%, donc il a bien répliqué la performance du S&P 500. Maintenant, imaginons que vous vous êtes dit, voilà, je pense que l'indice va augmenter dans les 2 jours qui arrivent, donc pour profiter de cette hausse encore plus grandement, eh ben, je vais investir sur un ETF à effet de levier, donc un ETF S&P 500 x2, donc on va voir ce que ça aurait donné. Donc au début, on va dire que l'ETF vaut également 100 $. Donc le premier jour, eh ben, l'ETF, il a doublé la performance, bien sûr. Donc au lieu de gagner 5%, il a gagné 2 fois 5%, donc il a gagné 10%. Donc à la fin du jour 1, l'ETF vaut 110 $. Ensuite, le deuxième jour, l'ETF, au lieu de gagner 8%, eh ben, l'ETF à effet de levier a gagné 16%. Donc 2 fois 8, il a gagné 16%. Et 16% de 110 $, ça nous amène à 127,6 $. Et donc, au bout de 2 jours, eh bien, l'ETF S&P 500 a gagné 27,6%. Et on voit que finalement, il a gagné un peu plus du double de l'indice. Pourquoi? Parce qu'on voit là, simplement, j'ai fait le petit calcul pour vous montrer. Donc il a gagné 27,6%. Et là, l'ETF sans effet de levier gagnait 13,4. Donc 13,4 x 2, ça fait 26,8. Donc on voit que l'ETF à effet de levier a gagné un peu plus du double. Il a gagné 0,8% en plus. Donc on peut se dire que c'est intéressant d'investir sur un ETF à effet de levier parce qu'il double la performance. Bien sûr, si ça avait été à la baisse, il aurait doublé la perte également. Donc on aurait perdu un peu plus du double. Mais vous allez voir que ça ne se vérifie pas dans tous les cas, et il y a même beaucoup de cas où ça ne se vérifie pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ETF à effet de levier et ou ETF inverse fonctionnent bien quand le mouvement se poursuit pendant la durée d'investissement. Et là, on voit que, eh bien, quand je dis se poursuit, c'est-à-dire que tous les jours sont positifs consécutivement, ou tous les jours sont négatifs consécutivement. Donc là, ils jouent bien leur rôle d'amplification de la performance. Et là, c'est bien le cas, parce qu'on voit que le premier jour, l'indice a gagné 5%, le deuxième jour, l'indice a gagné 8%. Donc là, l'ETF a bien joué son rôle d'amplificateur, il a même fait un peu plus qu'amplifier la performance. Simplement, dans la pratique, eh bien, si vous possédez un ETF sur une certaine période, c'est pour ça que je dis que plus on garde un ETF longtemps, et plus il faut éviter ce type d'ETF à effet de levier. Ben, si vous gardez un ETF longtemps, il est peu probable pour que l'ETF ait une progression constante, c'est-à-dire qu'il fasse que des journées positives ou que des journées négatives.
il va alterner des périodes positives et des périodes négatives. Et c'est là où la performance n'est plus du tout corrélée à celle du sous-jacent, vous allez voir ça. Donc là, j'ai pris un autre exemple, on va dire que l'indice S&P 500 commence toujours à 3000 points. Le premier jour, l'indice perd 10%. Donc à la fin du jour 1, l'indice ne vaut plus que 2700 points. Le deuxième jour, l'indice S&P 500 gagne 11,10%. Donc finalement, il retourne à 3000 points. D'ailleurs, vous voyez qu'après une baisse, il faut une plus forte performance pour retourner au point de départ. Hein. Parce que là, le deuxième jour, il gagne, oui, c'est ça, 11,10%, mais ils sont calculés sur 2700 points et non sur 3000 points. Donc après avoir fait moins 10 et plus 11,10, il est retourné à 0%. Donc si on prend un ETF sans effet de levier, en toute logique, il a également les performances. Hein. Il commence à 100 $. À la fin du jour 1, il a perdu 10%, donc il a 90 $. À la fin du jour 2, il regagne 11,10%, et donc il retourne à 100 $. Donc sur les 2 jours, l'indice sans effet de levier est également à 0%, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, on va prendre le cas d'un ETF à effet de levier pour voir ce qui va se passer. Et là, vous allez comprendre comment fonctionne le bêta-slippage et les rendements composés. Donc, si on prend un ETF à effet de levier, donc un ETF S&P 500 x2, qu'est-ce qui se passe? Donc, au début, il vaut 100 $ dans notre exemple. À la fin du premier jour, il a perdu, donc, au lieu de perdre 10%, comme il a doublé la performance, il a perdu 2 fois 10%, donc il a perdu 20%. Donc il est tombé à 80 $, hein, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il double les performances à la hausse, mais il les double à la baisse également. Donc à la fin du jour 1, il ne vaut plus que 80 $. Et qu'est-ce qui va se passer le deuxième jour? Lui, comme l'indice va gagner 11,10%, le TF S&P 500 x2 va gagner 2 fois 11,10%, donc il va gagner 22,2%. Et 80 $ fois 22,20%, ça nous amène à 97,77 $. Et là, on voit que, après avoir fait moins 20 et plus 22, le TF S&P 500 n'est pas du tout retombé sur ses pattes. Il est à moins 2,3% sur ces 2 jours, alors qu'il est censé doubler la performance du S&P 500. Donc, il aurait dû faire 2 fois 0. Si on double la performance qui est de 0, on aurait dû faire 2 fois 0, ce qui est égal à 0. Et on voit que ce n'est pas du tout le cas. Il a perdu de l'argent, alors que l'indice, lui, n'a pas perdu d'argent. Maintenant, on va prendre le cas d'un ETF inverse pour voir ce qui s'est passé. Donc là, j'ai pris un ETF inverse S&P 500 sans effet de levier. Donc on va dire que le premier jour, il vaut 100 $ avant le début du premier jour. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe? L'indice perd 10%, donc l'ETF inverse va lui gagner 10%, puisqu'il inverse la performance. Donc là, on est content. On arrive à 110 $ à la fin de la première journée. Ensuite, le jour 2, l'indice S&P 500 gagne 11,10%. Donc l'ETF inverse, elle va lui perdre 11,10%. Et 110 $, moins 11,10%, ça nous amène à 97,79 $. Donc on voit que l'ETF inverse, c'est pareil, il n'a pas du tout inversé la performance du S&P 500, il a perdu de l'argent alors que l'indice lui-même sur ces 2 jours n'en a pas perdu. L'ETF inverse S&P 500 a perdu 2,21%. Donc là, on voit que les deux ETF, donc l'ETF à effet de levier et l'ETF inverse, finissent plus ou moins au même point, donc à 2,21, 2,23. Donc là, c'est le hasard qui fait que les deux finissent au même endroit. Mais par contre, c'est pas le hasard qui fait qu'ils ont perdu de l'argent alors que l'indice, lui, n'a pas perdu d'argent. Là, on voit que en fait, quand il y a des journées négatives et successives ou successives et négatives qui se produisent, c'est ça qui fait que l'ETF inverse et ou ETF à effet de levier va se décorréler du sous-jacent qu'il est censé suivre. Là, j'ai fait un autre exemple, donc là, j'ai un peu poussé à l'extrême, mais c'est vraiment pour illustrer ce qu'on a dit précédemment. Donc là, en vert, vous voyez l'indice S&P 500. J'ai fait une simulation. Hein. Dans la pratique, ça n'est jamais arrivé, mais j'ai fait cette simulation-là. On va dire que dans une année, il y a environ 250 jours de bourse. Voilà, enfin, grosso modo, on va dire que dans une année, il y a 250 jours. Dans ma simulation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la chose suivante. Je suis parti du principe que l'indice S&P 500 aurait perdu 10% le jour 1, il aurait gagné 11,10% le jour 2, il aurait perdu 10% le jour 3, il aurait gagné 11,10% le jour 4, etc., etc. Donc il aurait fait moins 10 plus 11,10, moins 10 plus 11,10, etc., etc. pendant un an.
Et donc, eh bien, au bout d'un an, l'indice S&P 500 serait à zéro, hein, puisque voilà, il n'aurait ni gagné ni perdu d'argent. Par contre, l'ETF S&P 500 x2, donc qui est censé doubler la performance du S&P 500, ben, qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Lui, il a perdu 94% de sa valeur au cours d'une année. C'est ça en fait, hein, c'est ce que j'avais fait sur le slide précédent ici là. Vous voyez qu'en 2 jours il a perdu 2,23%. Et bien donc c'est la même procédure, hein. Moins 10 plus 11,10, sauf que de le faire sur seulement 2 jours, j'ai répété ça pendant une année. Et on voit que pendant une année, eh bien l'ETF S&P 500 a lui perdu 94% de sa valeur, alors que l'indice qu'il est censé répliquer en doublant la performance n'a lui ni gagné ni perdu de valeur. Alors après avoir vu ces exemples théoriques qui auraient pu arriver pour certains dans la réalité, eh bien on va regarder un exemple réel. Donc là on est sur le site ProShares qui propose des ETF inverses et ou à effet de levier. Alors là j'ai pris un ETF voilà, pour l'exemple, mais c'est un ETF réel, hein. C'est l'ETF SSO qui réplique eh bien, la performance du S&P 500 avec un effet de levier x2. D'ailleurs c'est précisé là, hein. La performance, voilà, qui correspond à 2 fois la performance quotidienne de l'indice S&P 500. Et le terme quotidienne est vraiment important. D'ailleurs, même si on regarde la description, qui est un peu plus complète, il le précise à nouveau et de façon encore plus détaillée. On voit que là, il précise que donc cet ETF fournit un retour qui est 2 fois supérieur à la performance quotidienne, enfin, pour un seul jour de l'indice S&P 500. Et là, ils précisent également, ils vous le mettre en garde, et ils disent que à cause des rendements composés quotidiens, eh bien, détenir cet ETF pendant une période de plus d'un jour peut vous fournir des résultats qui sont significativement différents de l'ETF lui-même. Donc voilà, il le précise bien. Et on va voir dans la pratique qu'est-ce que cet ETF a réellement donné. Donc là, j'ai extrait un graphique qui va du 1er janvier 2020 au 22 mai 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que sur cette période-là, l'indice S&P 500 qui est en rouge a perdu 8,52%. Et l'ETF SSO, donc qui est un ETF qui double la performance du S&P 500, donc en théorie, s'il n'y avait pas ce phénomène de bêta-slippage avec les rendements composés, cet ETF-là aurait dû perdre 2 fois 8,52%, donc environ 17%. Et non, dans la pratique, il a perdu 23,68%. Donc il a perdu beaucoup plus que le double que ce qu'a perdu l'indice lui-même. Donc voilà, c'est un exemple, mais vous verrez que sur des périodes assez longues comme ça se vérifie quasiment toujours l'ETF avec un effet de levier et ou ETF inverse se décorrèle forcément du sous-jacent qu'il est censé suivre. Pourquoi? Puisque ça n'arrive pas dans la pratique, ça n'arrive pas le fait que un indice ou peu importe quel produit financier que ce soit, mais ça n'arrive pas qu'un produit financier monte en ligne droite ou descende en ligne droite. Il y a forcément des jours positifs qui vont suivre des jours négatifs, etc., etc. Et c'est ce qui fait que à terme ça se décorrèle forcément. Donc pour conclure, moi je vous déconseille très fortement d'utiliser les ETF à effet de levier et ou ETF inverse pour des investissements qui vont durer plus d'un jour. Si vous achetez et revendez dans la même journée, là il n'y a aucun problème parce que votre ETF à effet de levier et ou ETF inverse va répliquer très précisément la performance du sous-jacent. Par contre, comme vous avez compris, dès qu'on dépasse un jour, comme le calcul de la performance va être mis à jour au début du jour suivant, eh bien là les deux courbes vont commencer à se décorréler, et donc là vous vous en remettez au hasard. Puisqu'il y a des fois où, comme on l'avait vu dans le premier exemple, quand il y a plusieurs jours positifs qui se suivent, eh bien là, effectivement, avec un ETF à effet de levier, vous allez gagner plus que le double, donc vous allez être gagnant. Par contre, quand il y a des jours positifs qui vont suivre des jours négatifs, etc., etc., c'est ce qui arrive dans la pratique, et bien là, vous allez être perdant. Donc voilà, là, si vous utilisez ces ETF là pour des stratégies long terme, vous en remettez au hasard. Donc voilà, je vous déconseille fortement d'utiliser ces ETF là. Donc comment faire maintenant dans la pratique concrètement? Pour si vous voulez investir avec du levier, pour suivre la performance d'un indice avec du levier, n'utilisez surtout pas ces ETF là pour des stratégies long terme, mais plutôt utilisez l'effet de levier que propose votre courtier. Et avec cet effet de levier-là, vous allez acheter un ETF classique, donc sans effet de levier, mais vous allez en acheter plus que pour le capital que vous possédez réellement. Imaginons que vous ayez 10 000 $,
là, vous allez acheter pour plus que 10 000 $, mais pas en utilisant l'ETF à effet de levier, en utilisant un ETF classique, mais en achetant plus grâce au montant que vous allez emprunter chez votre courtier en utilisant l'effet de levier. Également, si vous voulez parier sur la performance inverse d'un indice, eh bien, n'utilisez pas, pour une stratégie long terme, n'utilisez pas un ETF inverse. Comme on l'a vu, vous allez être soumis pareil au bêta slippage. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez un ETF classique et vous pariez à la baisse dessus. Donc, vous êtes short, c'est-à-dire que vous allez d'abord vendre l'ETF et en le rachetant plus bas à un cours inférieur. Vous allez faire ce qu'on appelle une opération short. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet est un peu complexe, donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les indiquer sous cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.